Bonjour Jean-Michel Valentin. Bonjour Isabelle Barre. Alors vous êtes géopolitiste, docteur et chercheur en études stratégiques et sociologie de la défense de l'EHESS et responsable de la rubrique Environnement et sécurité dans un think tank qui s'appelle Red Team Analysis Society. Alors vous êtes l'auteur de plusieurs ouvrages, dont le dernier, publié il y a quelques mois, intitulé L'Aigle, le dragon et la crise planétaire, chez Seuil, dans la collection Anthropocène, ce qui est un signal. Alors c'est un livre extrêmement riche, mais très didactique, et qui démontre l'importance, me semble-t-il, de ne pas séparer l'économie de la vision géopolitique. Alors, on va pointer aujourd'hui un concept qui est au cœur de votre ouvrage, qui est celui de la chimérica. Alors, qu'est-ce que la chimérica ? Alors, la chimérica, c'est un concept qui a été inventé il y a une dizaine d'années par l'historien britannique de l'économie, Niall Ferguson. Et par ce concept, il met en évidence à quel point, depuis les années 80, tout un processus de jonction de l'économie américaine et de l'économie chinoise s'est opéré, par notamment le jeu des délocalisations d'entreprises américaines en Asie, en particulier en Chine. Et ce jeu d'intrication est devenu tellement dense que Niall Ferguson parle même donc d'une relation symbiotique entre les deux économies. Aussi, pour illustrer cette réalité, il met en évidence que donc, plutôt que de parler d'une économie chinoise et d'une économie américaine, il faut parler de cette entité très particulière qu'il qualifie de chimérica, qui est cette espèce d'économie hybride, celle de la Chine et celle des États-Unis. Et cette économie hybride, cette chimère, pourtant extrêmement réelle, elle est au cœur, elle est le moteur de la globalisation. Donc la chimérica, c'est la relation sino-américaine, mais comme vous l'évoquiez très justement, elle est traversée par l'hybridation des deux économies, mais elle est aussi traversée par les intérêts nationaux de chacun des deux pays. Alors, quels sont justement les grands enjeux de l'aigle, des États-Unis, et du dragon ? Parce que c'est une compétition avant d'être une coopération. C'est les deux, c'est le caractère extrêmement paradoxal de cette entité, c'est-à-dire que chacun des deux pays utilise l'autre pour développer sa croissance économique. Pour la Chine, le fait d'attirer des entreprises américaines, notamment par l'argument des bas salaires des ouvriers chinois et de la capacité de travail monumentale rendue possible par ce qu'on va appeler les masses industrieuses chinoises, puisque c'est un pays d'1,4 milliard de personnes, donc a été un argument très fort pour faire venir de nombreuses entreprises. Et littéralement, ce mouvement d'attraction des entreprises du monde entier, d'Europe et des États-Unis, a littéralement été la révolution industrielle chinoise. Mais donc cela permet le développement économique, industriel chinois. De l'autre côté, l'exportation de produits made in China aux États-Unis permet de soutenir la croissance de la consommation, et sachant qu'en fait, depuis 2008, le secteur de la consommation représente près de 70% de la croissance économique américaine. Par ailleurs, les revenus ainsi générés permettent à Pékin d'acheter de grandes quantités d'obligations américaines, ce qui fait de la Chine le deuxième possesseur de dettes américaines mises sur le marché international après le Japon. C'est donc vraiment une hybridation, une interdépendance des deux économies avec des intérêts nationaux qui ne sont pas forcément les mêmes. Alors, la question qu'on peut se poser, c'est quelle est la place de l'Europe dans ces deux, à côté de cette créature chimérique que vous décrivez, dans cette course au développement industriel, au développement économique ?
historiquement et géographiquement, l'Europe est prise entre les deux entités, hein, puisque l'Europe est à la fois une puissance atlantique, donc profondément liée aux États-Unis, c'est aussi une puissance du continent eurasiatique. Donc, ce qui serait intéressant pour l'Europe, ce serait de à nouveau réconcilier la vision économique et la vision géopolitique pour justement avoir une vraie clarté de compréhension et de décision des enjeux économiques à venir dans un monde qui est de plus en plus dominé par les tensions qui traversent la chimérica, sachant que la chimérica n'est pas forcément éternelle. L'Europe n'a pas cette culture géopolitique. Alors, en fait, certains pays ont une vraie culture géopolitique, d'autres moins. Il faut aussi regarder quels sont les liens historiques entre certains pays et les États-Unis, par exemple. Mais aujourd'hui, il serait sans doute intéressant et important, d'ailleurs on en voit des signaux émergents assez forts, qu'une pensée géopolitique européenne, c'est-à-dire une pensée des enjeux internationaux et des prises de décision collectives par rapport à ces enjeux internationaux, émerge très clairement. Oui, je crois que c'est une belle conclusion de sortir d'une forme de naïveté ou de clivage entre l'économie et le géopolitique. Une réconciliation. Une réconciliation. Merci Jean-Michel Valentin. Merci Isabelle Barthes.